Le retail média, c'est tous les leviers publicitaires qu'on adresse à un shopper dans un magasin, qui soit physique ou digital. Dans le magasin, ça va être la tête de gondole, le stop rayon. En digital, on a eu besoin, donc avec l'émergence du e-commerce, de transposer tous ces leviers de communication et publicitaires sur un site internet. Donc on a digitalisé un stop rayon, digitalisé une tête de gondole. Et puis on a aussi surfé sur tout ce que nous permet de faire le e-commerce. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier. Alors vous me connaissez, on va toujours ici droit au but. Et aujourd'hui, c'est encore plus le cas. Pourquoi ? Parce qu'on plonge dans une nouvelle série spéciale dans l'univers passionnant du retail média. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est exactement, comment ça fonctionne ou comment ça peut booster vos ventes en ligne. Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit. Pendant toute cette série spéciale, on va décortiquer le sujet de long en large. On va en explorer tous les recoins avec des experts du domaine qui ont des choses concrètes, des enseignements et des conseils concrets à partager. Alors vous allez apprendre, vous allez comprendre et surtout vous allez pouvoir appliquer. Accrochez-vous, préparez-vous à faire décoller votre business avec cette nouvelle série spéciale sur le retail média. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier. Je suis très heureux aujourd'hui de lancer ce nouveau hors-série sur le retail média. Et quel meilleur invité pour parler du retail média que Élise Hoffel. Salut Élise. Bonjour Laurent. Qui est la directrice Activation France chez Criteo. On va aborder plein de sujets aujourd'hui, mais d'abord tu vas nous parler un peu de Criteo. On va parler du landscape, de l'univers du retail média en présentant quelques définitions pour qu'on parle de la même chose évidemment. On va parler des grandes tendances du marché, de ce que tu vois, d'où Criteo vient, où Criteo va et aussi évidemment les autres acteurs du marché. Et surtout, chères auditrices, chers auditeurs, si vous voulez vous lancer demain, vous qui êtes à 70-80% de mes auditeurs des marques, si vous voulez vous lancer demain, pourquoi, par où commencer, comment faire, quoi mesurer. Voilà, plein de sujets hyper intéressants. Criteo, tu nous le diras dans un instant, mais qui est la première licorne française, qui est passée d'un retargeter au numéro 1 mondial du retail média. Tout à fait. Donc déjà enchantée, je suis ravie d'être avec toi et de tenter d'approfondir et même de découvrir pour certains le sujet du retail média. Évangéliser, on va dire, et approfondir. Évangéliser, ça va bien. Tout à fait. Donc revenons sur Criteo, donc première licorne française, une entreprise de 15 ans dont le succès n'est plus à faire, qui a construit et bâti son succès sur le retargeting et qui depuis 6 ans diversifie ses activités autour du retail média et maintenant du commerce média et pour se positionner 15 ans plus tard en tant que leader du commerce média dans le monde. Pourquoi ce virage ? Pourquoi ce virage ? Pour plusieurs raisons. Criteo, par nature, dans son métier de retargeter, a toujours eu comme partenaire clé les enseignes e-commerce pour leur apporter du trafic, pour générer des conversions sur leur site. Et Criteo a vite vu qu'une fois sur le site de l'enseigne, en fait, on perdait ce lien de communication pour la marque avec un acheteur potentiel. Et du coup, Criteo a décidé de capitaliser, faire de la croissance externe en rachetant des startups qui ont permis d'apporter une couche de technologie au sein du site des enseignes pour faire du site des enseignes un média. Et donc, c'est comme ça qu'on a pris le chemin de la diversification.
Aujourd'hui, notre activité commerce média pèse pour plus de 50% de notre activité chez Criteo dans le monde. Et c'est le virage qu'on prend pour l'avenir. En combien d'années ? En 6 ans. En 6 ans, vous êtes passé de pas grand-chose à plus de 50%, c'est ça, en commerce média pour le business de Criteo dans le monde. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Ce succès, il vient de différents facteurs. C'est avoir la capacité et la vision déjà du retail média. Jean-Baptiste Rudel, à l'époque, a eu cette vision quand c'était un sujet tout à fait émergent en France et même partout dans le monde. On n'en parlait que très peu. Il y avait Walmart aux États-Unis qui commençait à faire de belles choses. Et on sentait que la flamme était en train de prendre. Et donc, la gouvernance de Criteo a bien senti ça en France, a racheté des startups qui technologiquement étaient au niveau de Criteo et donc allaient permettre de rester dans l'excellence technologique, de garder notre réputation de licorne, etc. Et puis ensuite, une fois qu'on a racheté ces startups, Criteo a décidé de faire ce qu'il sait faire de mieux finalement, de consolider ses assets technologiques sur aujourd'hui ce qui est la plateforme Commerce Max, qui est la meilleure plateforme du marché agnostique. Sans biais, évidemment, tu nous dis ça. Sans biais, parce que il y a finalement dis-je avec un sourire, quand même. Peu d'acteurs dans le retail média technologique qui sont agnostiques. Criteo, on est lié à aucune enseigne capitalistiquement, aucune marque. On est une boîte tech qui propose des solutions de monétisation à plus de 200 retailers dans le monde, dont le top 25. Parmi nos partenaires, on a des géants aux États-Unis comme Target, on a des entreprises globales comme Uber Eats, comme Asos. On travaille avec le groupe Mullier en France. Deliveroo, exactement, dans différentes verticales, le CPG, donc les produits de grande consommation, l'univers du consumer electronics ou du non alimentaire, pour tes auditeurs qui n'aiment pas trop les anglicismes, puis aussi les verticales de la mode, de la beauté, du luxe, des travaux, du do-it-yourself, etc. Donc oui, leader par le nombre d'enseignes qui nous confient leurs inventaires pour la monétisation, et pas jugé parti, parce qu'on n'a pas de rapport capitalistique, donc on reste une entreprise technologique qui fait en sorte de diffuser les bonnes publicités au bon moment, aux bons endroits, aux bons shoppers. Première licorne française introduite en bourse au Nasdaq aux États-Unis en 2013, avec une présence globale maintenant qui vous permet d'aller chercher des clients comme tu l'as dit, mais Deliveroo, Uber Eats, Target, qui est l'un des plus gros retailers américains. Oui, tout à fait. C'est important de le préciser. Criteo, ça reste une entreprise française. Il n'y en a pas tant que ça dans l'univers de la tech de cette ampleur. En revanche, on a un scope global. Notre champ d'intervention n'est pas que la France. Et c'est pour ces raisons-là qu'on arrive à gagner et remonter sur des appels d'offres globaux d'entreprises globales comme un Uber, Asos, etc. Quelle part des équipes en France versus le reste du monde ? La majorité des équipes est en France. Aujourd'hui, chez Criteo, on est environ 3000 salariés. On est un petit peu moins de 1500 sur la France. En réalité, l'infrastructure tech, donc la R&D, on va dire tous les neurones techniques, dev, intelligence artificielle, historiquement, sont en France. Et ensuite, les cellules, enfin, on va dire les satellites dans les pays sont pour la plupart des satellites commerciaux. Donc, on a des équipes comme la mienne, par exemple, aux États-Unis, en APAC, en Allemagne, au UK, etc., dans les grosses régions stratégiques. Alors, j'ai une question qui me vient et qu'on n'avait pas préparée. Mais vous êtes parti d'une cellule retail média il y a 5-6 ans, c'est ça, pour arriver à 50% du business de la boîte par de la croissance externe. Il y a un certain nombre de boîtes qui ont été rachetées, mais HookLogic, Storytel, Gradient, Mabaya, IP on Web et BrandCrush. Tout à fait. Comment s'est faite cette intégration ? Comment, avec un peu de recul et de hauteur, pour au final que ces boîtes qui n'avaient pas à la base l'ADN ont dû, j'imagine, s'acculturer, prendre l'ADN Criteo, faire un mix d'ADN. J'entendais, je sais plus quel grand entrepreneur américain qui disait d'ailleurs, la culture d'une boîte, c'est pas ce qui est écrit dans un pamphlet d'onboarding, c'est les 50 derniers jours de ta boîte. Et quand tu construis 50% de ton business sur une cellule qui était Criteo à la base, mais en mettant de l'ADN extérieur, comment
Tu l'as vécu, ça, du coup, au cours de ces dernières années? Tout à fait. Alors, ce qui est important de dire, c'est que les équipes du core business de Criteo, donc retargeting, sont toujours là, continuent d'exister. Cette activité, elle continue de marcher. On a de nombreux partenaires en France et même partout dans le monde. Et puis, en fait, c'est une bonne question parce que ça part d'une vision d'un entrepreneur. Jean-Baptiste Rudel, c'est un visionnaire, c'est un entrepreneur français connu par son succès et puis aussi par tout le courage entrepreneurial de lancer une boîte tech française quand on a Google en face de soi. Il faut quand même y croire et avoir une vision sacrément intelligente. Donc au départ, cette vision, c'est lui qui l'avait. Et puis après, il faut la faire adopter aux équipes. Le parti pris de départ de Criteo, ça a été de séparer les sujets entre la partie retail média et la partie core business. Et en fait, l'objectif, c'était pas de cloisonner pour cloisonner, c'était de trouver les bons assets technologiques qui allaient nous permettre de réunir les deux parties de nos activités. Et donc, c'était pas juste créer une histoire entre le retargeting et le retail média. C'était compléter l'histoire. C'était compléter l'histoire et se transformer en leader du commerce média au travers de ce qu'on sait faire le mieux, la tech. Et donc pour ça, il a fallu développer une plateforme. Alors comme ça paraît simple de développer une plateforme, c'est des années de travail. Et ce qu'on a réussi à faire, donc c'est notre plateforme. Aujourd'hui, on a une plateforme qui s'appelle donc la Commerce Média Platform, la CMP pour les intimes, qui permet justement de réunir cet écosystème. Et je dirais que culturellement, les équipes ont fait le chemin au rythme de l'avancée du dev de cette plateforme-là. Et plus on l'a vu naître, c'est un peu comme une gestation, plus on s'est dit, en fait, oui, cette vision, elle a du sens. Et donc, on sait qu'à un moment donné, nos histoires vont se croiser. Et c'est là où on est depuis 1 an, où aujourd'hui, on n'est plus dans 2 business units cloisonnés chez Criteo. Et on imbrique 2 écosystèmes autour du commerce média. Donc, moi, j'aime bien l'expression la culture mange la stratégie au petit déjeuner. La culture, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, on est tous contents de travailler ensemble et on croit fort en ce projet. Et après, moi, je viens de la start-up Storytel. Donc, arriver dans une très grosse entreprise comme Criteo, il y a toujours un temps d'adaptation. Après, c'est quand même une entreprise extrêmement bienveillante, avec beaucoup de gens brillants qui se prennent pas trop au sérieux. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens y restent. En tout cas, pour ma part, ça fait 5 ans, donc j'en suis plutôt contente. Tant mieux, formidable. Alors, le retail média, c'est 25% des revenus de la pub digitale aux États-Unis, c'est un peu plus de 10% en France, avec une grosse croissance estimée dans les années à venir. La raison pour laquelle je voulais faire cette série spéciale, c'est qu'on en parle de plus en plus. Le retail média, le commerce média, ça veut dire beaucoup de choses, mais moi, ce que je veux, chères auditrices, chers auditeurs, c'est qu'une fois que vous avez poncé Meta et Google dans tous les sens et que vous vous demandez quels sont les prochains leviers ou les leviers suivants, au-delà du social commerce qu'on aborde souvent, au-delà de l'email qu'on a abordé à de nombreuses reprises, comment se lancer en retail média. Alors, peut-être qu'on peut commencer par un peu de contexte sur les grandes tendances du marché. Vous avez un truc chez Criteo, vous parlez de la 3e vague de la pub. Tout à fait. Donc la 3e vague de la publicité digitale. Donc on dit que Google, c'est ce que les gens recherchent, que Meta, c'est ce que les gens like ou aiment, et que Criteo, c'est ce que les gens achètent. Et pourquoi on sait ce que les gens achètent? Parce que donc déjà, on a notre activité de retargeteur et les e-commerçants, peu importe la verticale, ont toujours été nos clients privilégiés, que ce soit un Booking, un La Redoute ou un Cdiscount, par exemple. Et puis aussi grâce à notre activité retail média. Donc aujourd'hui, la tendance, elle via l'accélération, ça a été, on va dire, drivé artificiellement par la pandémie. Pendant 2 ans, quasi, on n'a pas pu acheter quoi que ce soit autrement que sur Internet. Donc, il y a eu un taux de recrutement très, très, très fort sur le canal digital et e-commerce, sur lequel les enseignes ont su capitaliser. Donc, ça veut dire qu'elles ont su adresser les bons messages à leurs clients e-commerce pour les retenir sur ce canal-là.
et faire en sorte de surfer sur cette tendance et donc du coup d'augmenter les parts de marché du canal e-commerce qui sont de plus en plus en croissance. Donc ça, c'est la première tendance classique. Après, je dirais que la tendance aussi sur commerce média et pourquoi elle accélère et pourquoi aujourd'hui c'est une part des revenus publicitaires digitaux qui grossit, c'est que on a évolué sur la façon dont on considère l'enseigne digitale aujourd'hui. Avant, c'était un site qui permet de faire des courses, d'acheter une télé, des yaourts, du rouge à lèvres. Aujourd'hui, c'est un média et c'est une surface d'expression pour une marque extrêmement qualitative et contextualisée. Et donc, c'est dans ce sens-là aussi que le trend accélère, c'est la façon dont on traite le commerçant. Avant, c'était un commerçant. Aujourd'hui, c'est aussi un commerçant, mais c'est aussi un média. Est-ce qu'on peut se lancer sur des définitions? Si je te demande Bien aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le retail média? Alors, le retail média, c'est tous les leviers publicitaires qu'on adresse à un shopper dans un magasin qui soit physique ou digital. Donc, un exemple dans le magasin, ça va être la tête de gondole, le stop rayon, les promotions annoncées en radio ou au micro pour les plus anciens de la caisse centrale. En digital, on a eu besoin, donc avec l'émergence du e-commerce, de transposer tous ces leviers de communication et publicitaire sur un site internet. Donc on a digitalisé un stop rayon, digitalisé une tête de gondole, et puis on a aussi surfé sur tout ce que nous permet de faire le e-commerce que nous permettait pas de faire le magasin en physique. Donc le retail média, c'est ça. C'est l'ensemble des leviers publicitaires. Ça va de la tête de gondole en magasin, en passant par l'emailing, en passant par le couponing, ce que font Média Performance, Catalina, à Criteo et à la partie extension d'audience. Donc c'est très très large. Et avec les écrans connectés, j'imagine qu'on peut aller encore plus loin dans l'expérience Tout à fait. de la campagne et l'expression de marque en lieu de vente. Tout à fait, tout à fait. Ok. Donc ça fait partie de cet écosystème de levier. Et la partie commerce média, du coup, donc le retail média fait partie du commerce média. Et le commerce média, en fait, c'est une notion qui implique le fait que le commerçant devienne un média. Donc le commerce devient média, le média devient commerce. Chose qu'on ne considérait pas dans la publicité digitale et même dans la publicité tout court il y a même une dizaine d'années, parce que les pubs en magasin, elles appartenaient aux divisions trade marketing, chez les marques ou chez les enseignes. Jamais une agence média se disait tiens, je vais acheter des têtes de gondole chez Auchan. Ça n'existait pas. Et puis aujourd'hui, elles se le disent. Donc c'est ça ce concept. Donc des profils différents qui mettent à se parler alors qu'ils se parlaient pas avant. Tout à fait. L'acheteur ou le vendeur plutôt du pot de yaourt qui doit aller négocier avec l'acheteur de centrale. J'imagine qu'on réunit aujourd'hui autour de la table aussi e-com, du digital. Ah, tout à fait. Alors côté marque, par exemple, les services des comptes clés ou des acheteurs vont savoir quelles sont les références et les produits qui sont vendus demain chez Auchan, par exemple. Et puis, en plus de ça, ils vont se dire, je veux animer ma gamme de produits, je veux soutenir l'enseigne qui vend mes produits parce que j'en ai besoin. C'est un partenariat. Mais moi, j'ai quand même besoin de savoir ce que ça me rapporte, quoi. Et donc, dans un mix média, je vais pouvoir faire une vague télé pour parler d'une innovation. Et puis, je vais aussi avoir besoin de parler de mon innovation à l'acheteur de Auchan. Donc, effectivement, on a des profils... on va dire pas schizophrènes, mais des profils qui ont besoin d'avoir des compétences un peu sur les médias alors qu'au départ, elles avaient des compétences commerce. Ou alors, on a des profils qui ont besoin de communiquer très fort avec des services connexes de l'entreprise. Et c'était pas forcément le cas auparavant. Et donc, beaucoup plus d'infos potentiellement remontées aux marques, alors que c'était plus difficile avant. J'imagine que si j'achète ma tête de gondole au supermarché de Bourg-en-Bresse avec mon vendeur payé pour l'occasion qui va y passer la journée, c'est assez dur de remonter de la data et du coup du ROI sur mon opération. Ouais, la traçabilité est compliquée, tandis qu'en e-commerce, évidemment, avec Criteo notamment, on a les moyens de le faire et on a les moyens de le faire intelligemment. Donc, la technologie de Criteo, elle permet de mesurer de la profitabilité et même de l'impact à l'EAN produit. Donc, l'EAN, c'est le code barre, c'est la carte d'identité du produit. Donc, je suis capable de mesurer sur une opération, donc une tête de gondole digitale, grâce à un format Criteo et grâce à notre technologie.
Je suis capable de mesurer la profitabilité d'un yaourt vanille versus un yaourt chocolat, des yaourts vendus par 4 ou par 8 ou par 12. Tout ça dans la même plateforme. Et du coup, pour les marques, c'est extrêmement riche d'avoir accès à toutes ces infos-là. Et ça lève le voile complètement sur les performances de ce qu'on pourrait appeler le trade marketing, même si aujourd'hui les parois sont poreuses, comme on se le disait. Donc là, tu parles des marques et des avantages pour les marques, pour les commerçants et e-commerçants. Place de marché, retailer, c'est aussi une source de revenus en plus. Oui, tout à fait. Le retail média, ça permet à une enseigne de générer des revenus, des marges supplémentaires grâce à la publicité. Donc, en 2023, on n'est plus dans l'univers de la publicité sur les e-commerçants sapin de Noël, si j'ose dire, tout qui clignote dans tous les sens, qui perturbe l'expérience utilisateur. On a fait beaucoup de progrès sur ça. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'a pas besoin de levier publicitaire. Et du coup, ces enseignes-là, comment on fait pour leur permettre de générer des marges en s'affranchissant des ventes de leurs produits grâce à la publicité, en monétisant leurs espaces avec des formats extrêmement qualitatifs et intégrés. Et ce qu'on fait chez Criteo et ce qui fait notre force, c'est que les formats publicitaires sont intégrés dans le flux des produits, donc la façon dont les produits sont référencés, donc peu visible pour l'œil non averti, ne perturbe pas le parcours d'achat d'un client, parce que un e-commerce, que ce soit Auchan ou une petite start-up, le core business, c'est quand même de vendre des produits, donc on doit surtout pas perturber le parcours shopper et d'intégrer des publicités au bon endroit. Donc c'est ça qu'on apporte aujourd'hui aux enseignes, c'est des leviers de revenus additionnels et donc de marge additionnelle en e-commerce et ailleurs. Alors tu parles beaucoup food, mais ça s'adresse aussi, t'as cité Fnac, je crois que la Redoute fait partie de vos clients. Tout à fait, on travaille avec... Dans tous les univers. Dans tous les univers. C'est vrai que on parle beaucoup food parce que le marché de la grande consommation, c'est peut-être le marché de récurrence d'achat le plus parlant. Hein. On achète tous à manger en moyenne une fois tous les 10 jours, en tout cas en e-commerce. Après, c'est tout à fait possible. Enfin, du retail média, on en fait peu importe la verticale. Ça peut être le non-alimentaire, les écrans télé, les téléphones, la beauté, le parfum, les vêtements, c'est sans limite. En revanche, toutes les verticales n'ont même pas le même degré de maturité sur les notions de commerce média. Au départ, les premiers qui ont surfé sur cette vague de la rentabilité et de la monétisation, c'est les enseignes qui avaient du mal à trouver de la rentabilité et donc qui, par essence, avaient des produits à faible taux de marge. La grande distrie, évidemment. Tu penses à eux. On voit par exemple que sur tout l'univers du high-tech, le niveau de marge est plus faible que chez Louis Vuitton, par exemple. Oui, d'accord, pardon. Okay. Voilà. Ouais. Pour être clair, donc du coup, sur la mode, il y avait peut-être moins de besoin intrinsèque au départ de générer des revenus additionnels. Et donc l'industrie du fashion aujourd'hui s'intéresse très très fort au sujet commerce média, quand c'était pas forcément les pionniers parce que le besoin était moins fort au départ. Je comprends. Mais effectivement, l'objectif c'est de pouvoir de pouvoir monétiser les audiences des retailers d'aujourd'hui et de demain qui font partie de ton audience. Peu importe les produits vendus. Je pense que pour ceux qui ne l'auraient jamais vu ou qui ne voient pas exactement de quoi on parle, je pense qu'un bon exemple, c'est d'aller sur Carrefour, qui est votre client, votre partenaire, notre partenaire, votre partenaire. Vous allez sur Carrefour, acceptez les cookies, ou mettez-vous en fenêtre anonyme et acceptez les cookies pour être sûr de suivre le chemin, le parcours que je vais vous donner. Je suis sur desktop, pour info. J'arrive sur Carrefour, je tape chocolat. Tout à fait par hasard. Et là, on a effectivement un banner en au-dessus de la liste des résultats qui permet à la marque de venir mettre en avant son univers de marque et des produits éventuellement. Et dans le flux produit, on retrouve... comment il s'appelle ça ? Ce format, il s'appelle le Butterfly. Le Butterfly. Là, en l'occurrence, moi, je vois Magnum. Je ne sais pas ce que vous verrez, vous. Je me suis mis sur le carrefour de Chambourcy, pour info. Qui, là aussi, c'est du
sponsorisés par la marque. Donc on a Lindt, Magnum, et un peu plus loin dans la liste produits, on voit des produits sponsorisés. Et donc là, c'est la marque qui a aussi... c'est de l'acquisition ? C'est de l'enchère ? C'est de l'enchère, tout à fait. Qui a mis de l'enchère pour remonter dans les résultats de recherche. Donc ça permet... Alors je pourrais faire certainement la même démonstration, mais je l'avais pas préparé sur un site tech, sur le site de la Fnac par exemple. Mais l'idée est assez simple, hein, c'est vraiment... Alors là, il se trouve que sur chocolat, j'ai Lindt qui vend du chocolat, mais tout à l'heure, je testais, on avait des glaces. Donc, je suis au rayon chocolat, j'ai une glace Magnum, par exemple, qui remonte. Ça vous permet à vous, marques, d'aller taper des acheteurs intentionnels ou sur des produits en concurrence directe ou des produits complémentaires, Connect, la glace, quand il fait chaud et que je suis au rayon chocolat. Et surtout de remonter dans les résultats de recherche. Alors là, je suis chez Carrefour. Et il se trouve que les 2-3 premières lignes ne sont que des produits MDD, des produits Carrefour. J'imagine qu'il y a un algo, évidemment, derrière. Et vous, si vous êtes plus loin dans la liste de résultats, ça vous permet de remonter en première page, parce que c'est la première page qui compte. C'est ça, 80% des achats sont faits sur la page 1 de résultats. C'est une petite blague qu'on aime, et on aime dire que pour cacher un corps mort, rien de tel que la page 2 de résultats de Google. C'est la même chose en e-commerce. Et effectivement, là, sur ce mot-clé chocolat, on voit une marque de glace qui serait pas rangée là, naturellement, dans un magasin, puisque on met pas les glaces au rayon épicerie sucrée, ne serait-ce que pour des raisons sanitaires. En e-commerce, du coup, on peut le faire. Et du coup, l'objectif là de la marque, c'était de recruter de nouveaux clients dans un rayon connexe. Donc, tout à fait. Ok. Donc, je reprends un peu sur l'univers et les définitions. On parle bien de 3 grands acteurs dans le monde du retail et du commerce média. L'enseigne, qui devient du coup un éditeur média, qui a son propre média, qui monétise son audience et son inventaire. La marque, qui va pouvoir mettre en avant ses produits. Et ensuite, le shopper, donc l'acheteur qui va acheter ses produits. Le shopper, l'objectif pour Criteo, et c'est important de le dire, c'est justement de sortir de l'approche sapin de Noël où on balance des tonnes de messages publicitaires qui vont finalement ne servir à rien, ni pour les personnes qui les reçoivent, ni pour les personnes qui les achètent. D'accord. Donc, comment le shopper il s'inscrit dans cette équation, et il équilibre l'équation, c'est que on lui propose le bon produit au bon endroit, au bon moment. Donc, on est capable de... Si demain, je fais une campagne de croquettes sur le site de Carrefour ou d'Auchan, je vais pas la cibler à une personne qui ne visite jamais de rayon croquettes, parce que je pars du principe qu'il n'a pas de chat ou de chien. Et avant, j'aurais fait n'importe quoi et j'aurais mis des messages de croquettes dans tout le sens. Donc, l'idée, c'est vraiment d'imbriquer le shopper pour être sûr que on lui propose un message publicitaire qui ait du sens pour lui. Et vous avez des clients, des partenaires enseignes, donc côté média, éditeur, et marques. Ouais. Et aux marques, vous leur permettez de faire la promotion des produits qu'ils souhaitent vendre sur le site d'enseigne ou aussi sur d'autres sites. Oui, tout à fait. Donc c'est là que les 2 ponts se rejoignent sur le métier historique Criteo. Oui, tout à fait. En fait, les marques, elles ont le choix d'aller donc cibler des acheteurs dans des univers on-site, comme on dit dans notre jargon Criteo. Donc ça veut dire sur le site de l'enseigne. Et elles peuvent aussi aller chercher des acheteurs potentiels en off-site, donc partout sur l'open web, en utilisant les données first party des enseignes. D'accord ? Un exemple, le matin, je vais sur le site de boulanger, je regarde un frigo parce que le mien est tombé en panne, je l'achète pas parce que j'ai mon métro à prendre. Dans le métro, je suis sur Internet, sur des applications où je passe le temps sur mon téléphone portable. Là, je vais voir sur le site de 20 minutes les différents frigos que j'avais consultés sur Boulanger, et je les achète toujours pas. Et finalement, le soir, je me dis, oui, tiens, ce frigo-là, faut vraiment que je l'achète. Et en plus, il est livré dans 2 jours, parce que c'est embêtant de vivre sans frigo. Et du coup, je retourne sur le site de Boulanger, soit parce que j'ai cliqué sur un format, soit parce que j'ai eu de la présence à l'esprit pour acheter ce même frigo. Donc l'objectif, c'est d'utiliser les données first party des enseignes, de les activer partout sur l'open internet, et ensuite de rediriger les shoppers sur les sites dont on a utilisé la data de façon silotée.
Alors, c'est la question que j'allais te poser, puisque Ouais. si tu représentes à la fois le vendeur et l'acheteur, enfin le vendeur en tant que l'éditeur, mais aussi la marque, si je suis Procter & Gamble et que ma glace est vendue à la fois chez Carrefour et Leclerc, tu m'envoies où? Eh ben si alors Procter & Gamble fait pas trop de glace, mais c'est pas grave. Pardon, Des brosses à dents des brosses à dents. ou du Je suis dentifrice. resté sur Magnum. C'est pour les auditeurs. C'est Unilever. Alors du coup, si Unilever veut faire une campagne glace parce qu'il fait beau. Je suis chez moi, tu ne me reprends pas, ok? Attention. D'accord, ok. Il fait beau en ce moment, on a des temps forts apéro, c'est super. Donc on fait une campagne Magnum, on utilise la data first party de Auchan partout sur l'open web. Dans le message publicitaire, on va mettre le logo de Magnum, le produit Magnum, et on va mettre le logo d'Auchan. C'est un message co-brandé. D'accord? On dit pas achète des Magnum où tu veux, quand tu veux, même si finalement le shopper fait ce qu'il veut. Hein. On lui dit achète les Magnum chez Auchan, ils coûtent tant, ils sont disponibles. Et donc si je clique dessus, j'arriverai directement sur la bonne page sur le site d'Auchan avec la possibilité d'ajouter au panier en un clic. Ok, compris. Je revenais sur les MDD. C'est un enjeu, une opportunité, une menace pour les acteurs du retail média? Alors, pardon, la MDD, c'est la marque de distributeur. Ouais. C'est quand vous achetez du sel Carrefour. Tout à fait. Donc, toutes les enseignes ont une marque de distributeur, plus ou moins visible. Parfois, elles ont leur propre nom. Et du coup, on les prend pour des marques elles-mêmes. C'est une stratégie, on va dire, basique du commerce. Après, la part de la MDD versus la part de la marque nationale, c'est la liberté exclusive de la politique commerciale d'une enseigne. C'est elle qui décide ce qu'elle va jouer. Pardon pour le jargon, mais je joue un nombre de références d'une marque ou pas. Après, ce qu'on observe, et c'est pas moi qui le dis, c'est UFC Que Choisir et Nielsen et différentes études, c'est que dans des périodes d'inflation, la MDD est souvent considérée comme marque refuge, valeur refuge. Il y a une culture du prix derrière la MDD. On fait une association tarifaire. Après, il y a un vrai enjeu pour les marques nationales de défendre leur part de marché sur leurs rayons et pour justement continuer à cohabiter intelligemment avec les marques de distributeurs. Ok, compris. D'un point de vue technique, avant de rentrer dans le détail pour les marques, d'un point de vue tech, il y a un enjeu fort d'arriver à se connecter. On parlait des stocks en préparant cet entretien, mais aussi stock, prix, enfin tout ce qui peut être variable d'un magasin à l'autre pour que ma campagne soit pas dans le... Enfin, je vais pas faire une campagne s'il y a plus de chocolat Lindt au Carrefour de Chambourcy, évidemment. Tu vas être dégoûté. Il faut que tu puisses acheter ce que tu vois. Oui, technologiquement, on n'envoie pas des publicités au hasard, c'est ce que je disais. L'objectif, c'est pas de faire perdre des pubs sur le site d'une enseigne, c'est d'avoir des messages qualitatifs. Et pour que ce soit qualitatif et pour respecter le shopper et l'expérience client, on a besoin de connecter notre technologie au flux produit. Donc de savoir quels sont les produits vendus dans tous les magasins. Donc là, tu vas te dire, c'est facile, le e-commerce, c'est un magasin. Non. Si on prend Fnac, par exemple, Fnac, le site e-commerce de Fnac est considéré comme une enseigne parmi un parc d'enseignes. Donc, il a un stock. Donc, dans ce cas-là, facile, je prends le flux produit du site e-commerce de Fnac, je vois tout ce qui est disponible, tout ce qui n'est pas disponible. Puis la marque LG, par exemple, qui va faire une campagne télé pour la Coupe du Monde de rugby, elle va se dire, bonjour Élise, je voudrais vendre 10 produits. Je vois qu'il n'y en a que 8 qui remontent dans le flux. Du coup, je vais faire une campagne sur ces 8 produits. Et nous, on affichera les bons produits au bon endroit en étant sûr qu'ils soient à vendre sur le site de Fnac. Et en parallèle, on va remonter toutes les actus du produit dans nos formats. Donc, on va remonter des avis clients, des petites étoiles. On va aussi remonter le prix. Il est possible qu'un prix change dans un cycle de vie, et donc ça, dans un cycle de vie produit, et donc ça se met à jour. Et puis ensuite, tu as la solution un petit peu moins plug and play, tu as Deliveroo. Deliveroo qui est pas une enseigne, qui est une plateforme qui est notre partenaire, et Deliveroo qui branche des flux de magasins à tous ceux qui veulent, en fait. Donc à Franprix, à Monoprix, à Carrefour, à Auchan, à Intermarché. Et du coup, là, moi, technologiquement, mon challenge, c'est de faire en sorte de connecter tous les flux produits de tous les magasins disponibles dans Deliveroo sur ma zone de géolocalisation
pour toujours pouvoir adresser un message publicitaire à un shopper qui amène à une conversion possible. Donc, coucou, je veux acheter de la bière parce que j'ai des copains à la maison et il y a un match de tennis. Je l'achète je vois une publicité Tourtel, je clique dessus, je suis sûre que le Franprix en bas de la maison, il peut me la livrer. Donc, technologiquement, c'est une sacrée machine. Ouais. C'est sophistiqué, la gestion des flux produits. En revanche, c'est l'élément qualitatif qui est le plus recetté, le plus observé chez Criteo, parce que c'est la promesse qu'on ne peut pas trahir, ni pour le shopper, ni pour la marque, ni pour l'enseigne. Hyper intéressant. Il y a certaines places de marché qui ont leur propre outils de retail marketing. Qu'est-ce qui ferait que j'ai une place de marché avec 5 millions de visiteurs jour? Pourquoi je choisis de confier à une boîte comme Criteo plutôt que de prendre mon propre... Plutôt que l'internaliser? Moi en tant qu'enseigne, pardon, je me place en tant que média. L'internalisation, elle est coûteuse. Elle demande beaucoup de ressources qui sont pas juste des ressources d'experts publicitaires, hein, qui sont des ressources dev, tech, recettage, analytics. Et donc ça, c'est le core business de Criteo. Nous, c'est ce qu'on sait faire à la base. Donc, outsourcer toute cette infrastructure, ça a de l'intérêt pour les enseignes qui n'ont pas vocation à, entre guillemets, se travestir en boîte tech. Hein. Une enseigne, ça sert à... Le métier, c'est de vendre, de négocier l'achat des produits, puis aussi de les vendre de la meilleure façon possible. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut faire confiance à une entreprise comme Criteo, parce que on n'a pas forcément les moyens et puis aussi la volonté de travestir une partie de son activité sur des sujets qui sont fondamentalement techniques. Et ensuite, le deuxième sujet, ça pourrait se dire, une fois que j'ai des solutions de monétisation, faut que je les vende. Puis moi, mon métier, c'est pas la publicité, quoi. Et donc là, encore une fois, plusieurs acteurs, dont Criteo, proposent des forces de vente externalisées qui sont à la fois des experts des médias, du digital, on va dire, c'est un mot un peu barbare, mais voilà, et puis du commerce. Donc, qui comprennent ce que ça veut dire l'ADN. L'ADN, c'est la disponibilité numérique des produits en magasin, qui savent ce que c'est que des parts de marché, des parts de linéaire, la profondeur et la largeur d'un assortiment, mais qui savent aussi optimiser sur un coût d'acquisition, qui savent aussi gérer en gros toutes les métriques des médias. Et ça, je suis sûre que de plus en plus d'enseignes vont y arriver avec l'expérience, mais aujourd'hui, c'est pas le cas de tout le monde. Et voilà, c'est pour ça qu'on pourrait faire appel à Criteo. Et si on avait envie d'internaliser, faut retrousser ses manches et se dire que c'est un chantier qui se mesure en années pour être efficace. Et tu as des enseignes qui vendent en direct et en plus par Criteo. Est-ce que Lint aurait pu s'adresser à Carrefour directement? Alors, ça dépend du business model. Nous, on est Criteo, on est tout à fait flexible. On peut être uniquement prestataire technologique et laisser toute la partie sales, distribution, ouais. Tout à fait au sein des enseignes. On peut apporter du soutien sur la partie sales, ou alors on peut être exclusif sur la partie sales. Donc aujourd'hui, si on prend La Redoute par exemple, La Redoute et Criteo, on cohabite sur la partie commercialisation, on est partenaires. Donc on crée vraiment des virtual teams et on a des objectifs de performance communs qu'on soutient à deux. Et ensuite, bien sûr, la partie technologique, ça reste Criteo. Ce qui est important de dire, c'est que voilà, on ne devient pas une entreprise tech du jour au lendemain, surtout quand on est un commerçant et que c'est pas notre core business. Et que notre positionnement chez Criteo, c'est d'accompagner ces enseignes sur toute la partie technique de façon 100% gratuite. Donc, on met à disposition les ressources dev, tech, analytiques pour que ça fonctionne. Et c'est aussi une des choses un des piliers qui a fait notre succès. Sur La Redoute, j'ai fait un test, pareil, en fenêtre anonyme, desktop, en acceptant les cookies évidemment, mais sur salon de jardin, et on voit différents emplacements publicitaires avec des marques qui mettent en avant un ou plusieurs produits. Ok, non, mais je crois qu'on a fait le tour de cette partie-là. Vous gagnez de l'argent comment ? Alors, comment on gagne de l'argent ? Enseigne versus marque. Enseigne versus marque. Donc, pour vulgariser, je dirais qu'au regard des enseignes,
on a un taux de régie. Voilà, je pense que Oui, c'est ça. Donc c'est sur une partie de l'inventaire vendu. Enfin, c'est une commission sur le. Okay. Sur le revenu. Donc je peux pas. Et donc ce taux de régie, il est propre à chaque enseigne et il est bien sûr complètement confidentiel. Mais pour donner un exemple, ça pourrait être. Mais c'est pas simplement équiper l'éditeur. Enfin, non, l'équipement de l'éditeur, il est complètement gratuit. Et il est subventionné à 100% par Criteo. Et ensuite, c'est sur les revenus, donc c'est au premier euro dépensé sur notre plateforme que Criteo va se rémunérer et va en fait imputer une petite partie des budgets publicitaires qui ne vont pas tomber dans la poche de l'enseigne. Mais la majeure partie des revenus est destinée à l'enseigne. Hein. C'est ça la promesse. Comme ouais. Et sur les marques. Et sur les marques. C'est exactement le même concept, sauf qu'ici, enfin exactement le même concept. On a une partie des revenus qui effectivement revient chez Criteo, mais sur un modèle de fees plateforme. En fait, on donne l'accès à une plateforme qui donne de la visibilité à tout son contenu, tous ses stats, toutes ses enseignes, tous ses investissements à l'EAN près. Et donc l'accès à cette plateforme, c'est un fees, c'est comme Netflix. Et donc ce fees-là, c'est la façon dont se rémunère Criteo. Il est fixe, ce fees-là. Tu peux me le donner ou c'est Ouais, en catalogue, il est de 20%. Et ensuite, donc ça c'est 20% pour accéder à notre plateforme. Et ensuite, on a un fees donc de manage service parce que c'est pas le tout, mais une fois que les campagnes sont en ligne, il faut s'en occuper de très 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 près pour qu'elles soient efficaces, notamment pour gérer des notions de stock, de disponibilité, de temps fort, de tout un tas de facteurs exogènes qui sont à prendre à compte. Et du coup, dans mes équipes, j'ai une 30aine de personnes au trading qui font l'optimisation des campagnes. Et ça, c'est un service qu'on externalise ou pas et qui peut être un fees supplémentaire ou non. Et c'est là où on est flexible aussi côté marque sur la partie self-service ou managed service. 20% de la dépense. De la dépense. Ok, très bien. Cool, c'est passionnant. Alors, une bonne partie de nos auditeurs et nos auditrices sont commerçants, e-commerçants, direction e-commerce de commerçants et e-commerçants, ont poncé en long, en large et en travers Google et Meta et se disent, bon, et si je m'y mettais est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que ça s'adresse à toutes les tailles de boîtes? Je parle côté marque, hein, évidemment. Le retail média, et par où on commence? Alors, pour un e-commerçant qui aurait envie de se lancer dans l'aventure retail média, déjà, tout est possible. Brave yourself, comme on dit. Il faut un minimum de visites, de ventes. Il faut, pour faire du retail média, par essence, il faut avoir des fournisseurs ou des marchands. Parce que c'est eux, en fait, qui vont investir sur votre média et qui vont générer des revenus publicitaires. Donc, si vous êtes une marque monoproduit, ça va être difficile de mettre des formats on-site pour permettre à d'autres marques de cannibaliser votre propre produit. Évidemment. Donc, faut avoir un portefeuille de fournisseurs ou de marchands. Donc, ça, c'est un. Là, on est bien, tu parles bien à des éditeurs, donc à des enseignes, à des distributeurs. Oui, si demain, par exemple, le site My Origins, qui fait des cosmétiques, avait envie de se lancer dans le retail média, parce que Sephora, Nocibé le fait, etc. Déjà, ils se diraient, est-ce que j'ai assez de fournisseurs? La réponse, ce serait oui, parce qu'ils travaillent avec L'Oréal, Shiseido, Guerlain, LVMH, etc. Et ensuite, ils se diraient, est-ce que j'ai assez de trafic pour avoir des volumes d'impression suffisants qui vont me permettre de générer des revenus probants en retail média sur mon site. Donc ça, on l'accompagnera pour déterminer si oui ou non il y a un vrai intérêt. Et puis si jamais sur la partie on-site, donc sur le site, on voit que le potentiel est restreint, on pourra toujours proposer à My Origins ou je pense à Maxi Coffee avec qui on travaille en France, qui est pas un monarque du e-commerce au sens propre, mais qui est un site de niche pépite pour les buveurs de café. Maxi Coffee, ils font du retail média avec nous. Ils se disent, OK, le on-site, j'ai pas assez de trafic, je suis pas assez gros, puis c'est pas non plus ma volonté. En revanche, je vais vendre mes données first party pour rediriger sur mon site. Donc, je vais faire de l'extension d'audience off-site. Et ça, je peux tout à fait le faire et ça me rapporte des revenus. Et donc, qui est-ce qui va avoir envie d'acheter des données first party Maxi Coffee? Groupe Seb avec Krups qui vend des machines à café. Et puis aussi tous les producteurs de grains un peu haut de gamme qui vont se dire j'adresse une clientèle CSP+, que je retrouve peut-être un peu moins chez Carrefour, Auchan, Leclerc.
Et Maxi Coffee, c'est quand même important dans mon mix média. Donc c'est possible, il faut des enseignes, un petit peu de trafic. Et puis après, il faut choisir la bonne solution de monétisation en fonction de ces paramètres-là. Ok. Et maintenant, en tant que marque, donc moi, je suis un vendeur de produits qui sont distribués à différents endroits. J'ai encore jamais fait de retail média, mais j'en ai, admettons, à la Fnac et à la Redoute ou chez Boulanger pour un produit tech. Je peux faire du retail média. Et par où je commence? Alors, la condition sine qua non, c'est que le produit soit à vendre sur le site de l'enseigne. Évidemment. Que ce soit en propre, donc acheté, vendu, stocké par l'enseigne, ou sur une marketplace, chez un marchand. Okay. Si mon produit existe dans cet environnement, je peux faire du retail média, pas de problème. J'ai les environnements, j'ai les espaces, j'ai pas de... Il n'y a pas des conditions d'éligibilité à remplir en particulier pour pouvoir accéder à ce levier publicitaire. La seule contrainte, c'est d'être vendu et d'avoir des pages produits référencées sur le site de l'enseigne. Et tout le monde peut s'y mettre. Faut s'affranchir du côté onéreux parce que c'est vraiment des tickets d'entrée qui sont faibles par rapport à de la télé, de la radio. Enfin, faire émerger un produit parce qu'on se lance sur un marché, ça coûte souvent très très cher sur des points de notoriété, de branding, pour pouvoir gagner des points de marché, gagner des points de notoriété spontanés. Je sais pas, par exemple sur la télévision où on a des énormes trusts. Le retail média, c'est le bon moyen de passer par la fenêtre et de se dire, sur un environnement hyper contextualisé où finalement tous les acheteurs de télé vont aller, je vais pouvoir déjà faire connaître ma marque, adresser un message à un shopper, parler de mon prix, parler de ce que je sais faire et lui dire, en fait, je suis là, je suis à vendre et je sais faire plein de trucs, j'ai des bons avis clients, donc considère-moi, achète-moi, alors que ça serait beaucoup plus onéreux de le faire sur un plan télé, cul de bus, radio, co, quoi. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire? Les choses à ne pas faire, c'est là où Criteo, nous, mes équipes vont beaucoup intervenir pour que justement on fasse pas ces choses-là. Ce qu'il faut, c'est vraiment la publicité en général. Les éditeurs donnent des conditions pour accéder à leurs inventaires. Il faut les respecter. Donc, je dirais plus qu'il y a des choses à faire plutôt que des choses à ne pas faire. Respecter des specs, des chartes graphiques. Voilà. C'est vraiment le bon sens de la publicité. Tous les produits un peu sensibles, non. J'ai pas de guidelines en particulier. C'est plutôt, il faut être capable de s'adapter à son éditeur, mais finalement, quel annonceur ne le fait pas sur n'importe quel levier? Évidemment, s'adapter à l'éditeur et l'audience de l'éditeur. Tout à fait. Il y a beaucoup de petites ou moyennes structures parmi les auditeurs et auditrices. J'avais sorti une enquête il y a quelques mois, mais vous êtes beaucoup à faire entre 500 000 et 5 millions d'euros. Est-ce qu'on peut le faire seul? Est-ce qu'il faut s'adresser est-ce qu'il faut du managed services? Est-ce que c'est du self-service sur la plateforme? À Criteo en l'occurrence? On peut faire les deux. Ok. On peut faire les deux. Après, ça passe par de l'accompagnement. Donc, on forme nos interlocuteurs, que ce soit marque ou agence, peu importe leur métier dans l'entreprise d'ailleurs, à utiliser la plateforme pour pouvoir accéder aux informations autant qu'on veut, rapidement, etc. Donc ça, c'est assuré par Criteo. Après, on peut choisir de passer sur un modèle self-service ou managed service. C'est vraiment libre et c'est une décision qui est souvent prise ensemble au fur et à mesure d'une discussion. Quand on voit le temps qu'on a à y consacrer en fait en interne, parce que souvent on fait autre chose, et ce qu'on en attend. Et donc aujourd'hui, on va dire que la plupart des marques en direct passent en managed service et du coup se servent des ressources de Criteo pour optimiser, trader les campagnes, faire des points de suivi, etc. Donc on est partenaire des marques dans ce sens-là. En agence média, il y a de plus en plus d'agences qui s'équipent avec des experts. Donc, il y a une migration vers le self-service. Et puis après, il y a de très grandes marques qui s'équipent aussi en interne parce que, considérant le poids du retail média dans le mix média, elles se disent que finalement, on peut structurer, avoir des équipes de traders en interne et d'experts. Voilà, donc c'est un peu une courbe d'expérience qui est encore au départ, en tout cas pour la France. Et je pense qu'on aura plein de surprises dans les années à venir. Mais
le côté manage self-service, j'ai pas de parti pris. Franchement, quand je regarde voilà, ça fait quelques années que je travaille dans la publicité. Il y a un moment, le search, toutes les boîtes voulaient internaliser. Puis finalement, toutes les boîtes reviennent sur le fait que non, il faut plus. C'est des tendances qui sont un peu up and down. Donc, ouais, c'est un effet balancier souvent sur certains sujets. Exactement. Donc, je ne prédirais pas l'avenir sur ça. Je dirais juste qu'on est agile et qu'on permet de s'adapter. Je suis une marque de accessoires pour animaux. Voilà. Je suis distribué par La Redoute sur la côté marketplace. J'ai lancé ma campagne. Je me suis décidé pour exister et remonter dans les classements. Quel KPI suivre? Est-ce qu'il y a des choses à savoir sur comment mesurer le succès d'une campagne? Comment mesurer le succès d'une campagne? Alors, il y a différents indicateurs basiques en commerce média à mesurer qui vont être... nous, on parle de ROAS, donc de Return on Ad Spend, donc mesurer les ventes liées aux différentes publicités, peu importe leur forme. Donc, il y a ça, il y a le CTR, il y a la part de voix. On est capable de dire comment on est référencé sur une page avant et après, et donc combien de shoppers on a exposé. On est capable de suivre des notions de fréquence d'achat. Après, pour l'accessoire pour chien, j'ai pris ça au hasard, hein, mais je pense que ce qu'on pourrait suivre comme KPI de départ, c'est déjà du recrutement. Donc, je veux recruter des gens qui ont des chiens, savoir les identifier. Et puis, une fois que j'ai réussi, grâce à une publicité, à leur vendre une laisse extensible, et ben du coup, je vais leur proposer le panier et du coup, je vais aller les rechercher. Parce que je sais qu'elles sont intentionnistes de ma catégorie, donc je vais aller les rechercher sur d'autres contextes sur le site de La Redoute pour leur dire t'as acheté la laisse, ben peut-être que tu veux le collier assorti, j'en sais rien. Donc travailler ensuite des notions de fidélité. Et de catégories connexes, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi. Et de catégories connexes. Alors du coup, l'exemple des accessoires pour chiens c'est plus difficile, mais là... est compliqué, mais effectivement, l'idée, c'est de pouvoir sortir de son rayon d'appartenance pour créer de l'expérience client. Donc, la glace au chocolat dans le rayon tablette de chocolat, ça marche. La housse de téléphone au rayon téléphonie. Voilà, exactement. Après, ni les enseignes, ni Criteo, ni les marques, il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne mettra pas des bouteilles de whisky dans les couches, culottes. A priori, même pour les parents fatigués, on le premier mois, ça peut être utile. Non, voilà, mais on le fera pas et on est garde-fou quand même de certains ciblages pour que ça reste cohérent. Ok. Est-ce qu'il y a des innovations ou des choses à savoir justement côté ciblage? Côté ciblage, des innovations, il faut capitaliser beaucoup sur. Nous, on essaie de capitaliser beaucoup sur ce qu'il y a dans le panier en temps réel. D'accord. On arrive à analyser des aliments qui vont bien entre eux et qui sont très souvent achetés ensemble chez Carrefour, Auchan. Après, c'est un petit peu plus dur sur les sites de consumer electronics parce que souvent, on fait pas 14 achats en même temps dans un panier. On achète une très belle télé, puis après, on respire 2-3 mois. Mais du coup, on arrive à analyser des produits qui sont vendus en groupe et du coup, à faire de la suggestion de produits qui respectent ces groupes d'aliments. Donc, on appelle ça du ciblage panier. Donc ça, c'est une innovation et c'est plutôt intéressant, hyper granulaire, hyper précis. Et ensuite, en termes d'innovation, c'est difficile de répondre à cette question. Ouais, alors nous, on sait tout faire, mais c'est l'enseigne qui décide, quoi qu'il arrive, de ce qu'on a le droit de faire. Ok. Super. Écoute, c'est passionnant. Je crois qu'on a fait un grand tour du sujet. Je ressors un tout petit peu, mais sur le marché, j'étais là sur un panier Carrefour et tu sais, à la fin du panier, tu as l'option de pouvoir rendre ton panier plus bio ou moins cher, je crois. Je veux pas dire de bêtises. Attends, je vais redire ça tout de suite. Donc, Et quel impact ça a? Ça va être ma question sur retail média. Et voilà, donc c'est découvrir nos alternatives pour les produits de votre panier avec Mieux Manger ou produits en promo. Est-ce que là-dessus, vous pouvez avoir un... Non. Ce sont vraiment des produits qui remontent dans des algorithmes Carrefour et qui sont propres à Carrefour. Donc, moi, j'ai pas sur ce produit en particulier, en fait, cette recommandation de produit, pour mieux dire, j'ai pas d'impact et je peux pas proposer à une marque de remonter
dans cet algorithme-là. En revanche, j'ai un format checkout, donc confirmation de panier, où je peux faire de la recommandation de produits. Et moi, je vais me positionner, Criteo va se positionner dans une approche craquage avant la fin, avant le paiement, quoi. Tandis que là, on est sur des stratégies plutôt de substitution ou de remplacement qui sont vraiment propres à l'enseigne. Et du coup, sur ça, j'ai pas de recommandations à faire aux marques. C'est vraiment la politique et la stratégie e-commerce de l'enseigne à proprement dit. Élise, merci infiniment. Merci. C'était passionnant et je suis très heureux d'avoir fait ce premier épisode de la hors-série Retail Media avec toi. J'ai mieux compris pas mal de choses et j'espère que vous aussi, chères auditrices, chers auditeurs. Merci à toi, merci à Chloé qui a permis cette rencontre et qui a pris des notes, qui nous a chaperonné en silence. Et vous retrouvez Élise sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation. Élise Ophel, Ophele. Et merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causeavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.